Tout roi, quelle que soit sa puissance, doit un jour ou l'autre faire face à un opposant à son trône. Il s'agit là d'une vérité fondamentale qui résonne dans les annales de l'histoire et dans les lois silencieuses et non écrites de la nature. Dans le théâtre viscéral du règne animal, ce défi se manifeste sous la forme d'une bataille brute et sauvage de force et de domination, où le rugissement du vainqueur marque le début d'une nouvelle ère. Dans l'arène raffinée, mais tout aussi impitoyable du monde de l'entreprise, il s'agit d'une prise de contrôle hostile, méticuleusement planifiée, d'une attaque calculée, destinée à démanteler un ordre établi et à en forger un nouveau à partir de ses cendres. Mais dans la nature sauvage et impitoyable du Klondike, un royaume où la nature elle-même est l'ultime souveraine, ce profond défi n'est pas venu d'un rival extérieur, mais du cœur même de la famille royale. Tony Beats, un homme dont le nom était synonyme de l'essence même de l'or du Klondike, régnait depuis des décennies comme le viking incontesté de l'exploitation aurifère. Il n'avait pas simplement construit une entreprise, il avait forgé un empire témoignant de son indomptable courage, de son instinct brut presque primitif pour l'or et d'une volonté inflexible qui pliait la terre gelée à ses désirs. Ce que beaucoup, y compris peut-être Tony lui-même, ont constamment négligé, ou peut-être délibérément choisi d'ignorer, c'est que son fils Kevin, un jeune homme à l'observation tranquille et à l'ambition frémissante, l'observait. Il ne se contentait pas d'observer les mécanismes opérationnels. Il apprenait les rythmes subtils du pouvoir, les règles tacites de la domination et la danse complexe de la direction qui définissait le règne de son père. À ma connaissance, personne d'autre au Yukon ne l'utilise. Tony ne l'utilise pas. Parker ne l'utilise pas. Personne ne l'utilise. Commence à se former le monologue interne de Kevin, un murmure de défi face à la cacophonie de l'héritage de son père. Il imagine une innovation, une avancée technologique qui pourrait faire pencher la balance. J'ai donc hâte que cela se produise. Il ne s'agissait pas seulement d'un équipement, mais d'un symbole, d'un signe avant-coureur, d'une nouvelle approche, d'une déclaration d'indépendance silencieuse. Il ne s'agissait donc pas simplement d'une histoire sur l'activité brute et boueuse de l'extraction de métaux précieux. Il s'agissait d'une saga épique se déroulant dans l'étreinte glaciale du Yukon, un récit imprégné du drame antique d'un prince apparemment satisfait du rôle dont il a hérité, qui complote secrètement pour déjouer le roi son propre père. L'audace de ce projet réside dans les armes qu'il a choisies, les ressources oubliées du royaume déterré et réévaluées pour découvrir un secret d'une valeur stupéfiante de 45 millions de dollars. Le complot secret du prince, une rébellion chuchotée. Dans le vaste paysage majestueux et impitoyable du Yukon, le nom Beats n'était pas seulement un surnom. C'était une légende prononcée avec un cocktail complexe de crainte, de respect et d'admiration à contre-cœur. Tony Beats, le patriarche, était plus qu'un mineur prospère. Il était le roi viking autoproclamé du Klondike, une figure imposante qui, à main nue et avec une volonté formidable, avait sculpté un empire dans la terre obstinément gelée. Son règne n'était pas seulement caractérisé par ces machines colossales qui creusaient la terre comme des bêtes de somme, ou par sa célèbre bouche nauséabonde qui pouvait faire grimacer même les prospecteurs les plus endurcis. Il s'est caractérisé par une capacité innée, presque surnaturelle, à flairer l'or, un sixième sens, que peu de gens possèdent, ce qui le fait passer moins pour un homme que pour une force de la nature. Ces enfants dont Kevin sont nés dans cette formidable dynastie, leur destin semblant prédéterminé. Ils devaient travailler sous sa férule, leurs ambitions naissantes étant souvent écrasées et enterrées sous le poids colossal de son statut légendaire. L'ombre de Tony était longue et dense, un rappel constant de leur place dans son grand dessein, un dessein qui ne tenait que rarement voire jamais compte de leurs aspirations individuelles. Pourtant, comme pour toutes les façades soigneusement construites, les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Derrière le vernis d'un fils obéissant, une autre histoire se préparait tranquillement. La voix bourrue de Tony résonnait dans le camp, chargée d'un mélange caractéristique de défis et de menaces implicites.
sinon c'est toi que nous devrons blâmer. C'était la devise quotidienne de leurs interactions, la pression latente et la menace toujours présente de la désapprobation paternelle. Kevin, contraint de naviguer sur ce terrain émotionnel périlleux, répondra avec un sens pratique soigneusement mesuré. Je pense qu'il faudra au moins une semaine en supposant que rien ne se passe de travers. Sa voix, bien que calme, démentait souvent la tempête de pensées qui se déchaînait en lui. Tony, toujours autocrate, se contentait d'agiter dédaigneusement la main, un geste d'autorité absolue. « Eh, c'est toi le responsable. Il faut que tu trouves une solution à tout ça. Ce sera ton cirque. » Les mots étaient censés donner du pouvoir, mais ils étaient souvent ressentis comme un lourd fardeau, un rappel que si la responsabilité était la leur, le contrôle ultime restait fermement entre les mains de Tony. Alors que son frère et sa sœur aînée suivent extérieurement la ligne familiale, leurs étincelles individuelles, étant atténuées par la lueur omniprésente de leur père, Kevin Beats, nourrit une ambition discrète mais farouchement brûlante. Il n'était pas seulement fatigué, il était complètement las d'être un simple soldat dans la vaste armée impitoyable de son père. Son âme aspirait à plus que de l'obéissance. Il aspirait à être général, à commander son propre destin, à mener sa propre campagne pour la gloire, et pas seulement à exécuter les ordres de son père. Le travail constant, la pression incessante, l'absence de véritable autonomie, tout cela a alimenté un ressentiment lent et régulier et un puissant désir d'autodétermination. Ce que personne ne vous dit quand vous vivez dans l'ombre gigantesque et omniprésente d'un titan comme Tony Beats, c'est que dans cette obscurité oppressante, vous apprenez par inadvertance où se trouvent tous les angles morts. Les angles que la lumière n'atteint jamais tout à fait, les zones d'oubli, les coins de négligence. Telles étaient les vulnérabilités que Kevin, grâce à son sens aigu de l'observation, avait discrètement répertoriées. L'opportunité, lorsqu'elle s'est finalement présentée, est venue de l'endroit le plus improbable et le plus ignoré, un coin poussiéreux et oublié du bureau caverneux de son père. Il ne s'agissait pas d'un espace de gestion active, mais plutôt d'un mausolée d'entreprise, passé d'un dépôt de reliques d'échecs antérieurs et d'un cimetière d'idées rejetées. C'est là, enfoui sous des piles chancelantes de vieilles factures fragiles, des documents qui sentèrent le temps et le travail oublié, que Kevin est tombé sur une collection de rapports géologiques. Ils étaient vieux de plusieurs dizaines d'années, jaunis par le temps, et leurs données semblaient obsolètes. Tony, avec sa grandiloquence caractéristique et sa confiance inébranlable en son propre instinct, les avait autrefois rejetés avec véhémence en les qualifiant de sciences de pacotille. Il s'était moqué en rappelant qu'elles avaient été payées par un géologue de pacotille qui ne savait pas faire la différence entre la roche-mère et un drap de lit. Il racontait avec un rire tonitruant comment il les avait fait sortir du camp, son mépris faisant écho à la sagesse collective des mineurs chevronnés qui faisaient plus confiance à leurs yeux et à leurs mains qu'à n'importe quel document académique. Mais Kevin, dans sa solitude tranquille, a vu quelque chose de profondément différent dans ces pages délavées. Les rapports, malgré leur ancienneté, faisaient état d'étranges irrégularités magnétiques, d'anomalies subtiles mais persistantes dans le sous-sol. Ils décrivaient des perturbations du sol, des bizarreries topographiques mineures que les équipements modernes plus avancés sur le plan technologique, et peut-être trop dépendants, négligeaient souvent ou filtraient comme du bruit. Pour l'ordre établi, il s'agissait d'une théorie farfelue, dont son père s'était moqué jusqu'à l'obscurité, relégué sur les étagères poussiéreuses de l'histoire oubliée. Mais pour Kevin, dont la rébellion naissante couvait, c'était plus qu'une simple théorie. C'était un murmure d'espoir, un soupçon alléchant de possibilités, un défi à la sagesse acceptée. Le facteur de surprise que de nombreux mineurs aveuglés par les dernières technologies ont constamment négligé, et que certains des gisements d'or les plus importants et les plus légendaires jamais découverts ont souvent été localisés grâce à ce type de cartes et de théories d'anciens. Il s'agit là d'intuitions que la science moderne à ses débuts avait d'abord rejetées comme primitives ou non prouvées. Ces vieux rapports oubliés n'étaient pas de simples documents.
Ils étaient la carte au trésor personnel de Kevin, indiquant un chemin moins fréquenté, une fortune attendant sous la surface. Au lieu de présenter ses découvertes capitales à Tony, une démarche dont il savait avec une certitude absolue qu'elle n'aboutirait qu'à une nouvelle et écrasante série de moqueries, un autre rejet qui consoliderait son statut de rêveur naïf. Kevin a pris une décision qui a changé sa vie. Il garderait le secret. Il agirait dans l'ombre comme une force invisible au sein même du domaine de son père. Tu vois, se dit-il, une exploitation minière est une bête complexe, une symphonie de personnes et de moteurs diesel rugissants. Une bête qu'il est notoirement difficile de contrôler et encore plus de garder le secret pour son maître. Nous voulions vraiment faire quelque chose de différent de Tony, a déclaré Kevin plus tard, sa voix mêlant détermination et frustration. Nous ne voulons pas être aussi chaotiques. Nous voulons le faire une fois, le faire bien et en finir. Il ne s'agissait pas seulement de trouver de l'or, mais aussi de prouver un point, d'établir un nouveau paradigme. C'est ainsi que nous allons gérer les choses. Cette détermination tranquille est à l'origine de sa conspiration. Il est pratiquement impossible de garder un secret dans le monde très uni et plein de rumeurs d'un camp minier. Mais Kevin connaissait l'équipe. Il connaissait les hommes, l'épine dorsale de l'exploitation de son père, qui se sentait souvent surchargé de travail perpétuellement sous-estimé et considéré comme acquis. Ils étaient loyaux, oui, au nom Bitts, à l'héritage, mais ils étaient aussi profondément fatigués du style tyrannique de Tony, de ses demandes incessantes et de son comportement souvent abrasif. Un à un, Kevin s'approche subtilement d'eux. Son discours n'était pas celui d'une mutinerie pure et simple, d'une rébellion contre le roi. Il leur a plutôt proposé l'attrait discret et séduisant d'un projet secret, une occasion de participer à quelque chose de nouveau, d'excitant, quelque chose qui pourrait potentiellement porter ses fruits d'une manière que les opérations prévisibles de Tony ne peuvent plus. C'était une chance de retrouver leur dignité, d'investir leur travail dans quelque chose qui leur appartenait vraiment. Il rassembla une petite équipe de choc férocement loyale, chaque membre étant un maître dans son domaine, chacun aspirant silencieusement à un changement. Il y avait le mécanicien à l'usure du temps dont les mains marquées par des années de lutte avec des machines colossales pouvaient miraculeusement étouffer le moteur tonitruant d'un bulldozer d'Edix pour le réduire à un simple grondement sourd, une prouesse d'ingénierie et de furtivité. Et le jeune opérateur de Sluice, dont les yeux pouvaient discerner les moindres lueurs d'or et qui pouvait régler une station de lavage avec une précision chirurgicale pour attraper les plus petites et les plus insaisissables paillettes du précieux métal. Il ne s'agissait pas d'une simple équipe de malfrats, mais d'une conspiration naissante, liée par un secret partagé et un désir mutuel d'aller plus loin. Ce que beaucoup, et en particulier Tony, négligeaient constamment était une vérité fondamentale des champs aurifères. La loyauté, une loyauté authentique et inébranlable, s'achetait souvent non seulement avec de gros salaires, mais aussi avec du respect, mérité, pas exigé. Et Tony, dans sa quête obstinée de l'or et de la domination, n'avait pas payé dans la bonne devise depuis très très longtemps. L'équipe était prête. Le plan était minutieusement établi. Il ne leur restait plus qu'à déplacer des montagnes au sens figuré et à extraire de l'or au sens propre sans que le roi de la montagne, Tony Bitts lui-même, ne s'en aperçoive. Danser avec les drones du diable une symphonie de tromperie. Les chuchotements ont commencé presque immédiatement, minuscules tourbillons dans la surface calme de la routine du camp. Un camion-citerne effectue une livraison imprévue dans une section éloignée et rarement utilisée de la concession. Une énorme pelleteuse habituellement affectée à l'opération principale est inexplicablement déplacée vers une parcelle de terre stérile et soi-disant sans valeur. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le camp bourdonnait de rumeurs étouffées, circulant comme une traînée de poudre, chaque histoire venant alimenter le feu grandissant de la curiosité et de la suspicion. Tony, toujours aussi méfiant, ses sens aiguisés par des décennies de garde de son empire, les entendit tous. Il fit face à Kevin, les yeux rétrécis en fente menaçante,
exigeant de savoir pourquoi du bon carburant coûteux était gaspillé pour une chasse aux fantômes, sa voix dégoulinant de mépris paternel et d'accusations à peine voilées. Kevin affichant un calme qu'il ne ressentait certainement pas. Un calme né d'un désespoir pur et d'un courage naissant, a fait passer cela pour des expériences de reconception des vannes, une excuse plausible, bien qu'un peu fragile. Tony, comme à son habitude, lui rit au nez. Un son fort, tonitruant et dérisoire, qui résonne dans la cour poussiéreuse, destiné à humilier et à affirmer sa domination. Il traitait son fils de rêveur sans courage, un rejet définitif et écrasant, destiné à éteindre toute étincelle de pensée indépendante. Mais alors qu'il se retourne et s'éloigne une lueur de doute, une petite braise de malaise subsiste dans ses yeux perspicaces et expérimentés. Les moqueries, cependant, loin d'écraser Kevin, ne firent que renforcer sa détermination déjà à toute épreuve. Il ne cherchait plus seulement de l'or, il cherchait quelque chose de bien plus profond et personnel, il cherchait le respect. Et au plus profond de lui, il savait avec une certitude presque religieuse que ses vieux rapports rejetés étaient sur le point de le transformer en l'homme le plus respecté et même le plus riche du Yukon. Un jeu de dupes bien plus grand et périlleux était sur le point de commencer. Avec le rire moqueur de Tony résonnant encore à ses oreilles, écho glaçant et persistant du pouvoir dédaigneux de son père, Kevin lança la phase suivante, encore plus audacieuse de son opération clandestine. C'était un jeu du chat et de la souris, une danse périlleuse qui se jouait sous la lueur pâle et éthérée de la lune du Yukon, où chaque ombre renfermait un secret potentiel, et où chaque bruit pouvait les trahir. Ce que personne ne vous dit lorsqu'il s'agit de monter une rébellion, en particulier contre un titan comme Tony Beats, c'est que la logistique n'est pas seulement importante, elle est absolument essentielle. Il ne suffisait pas de creuser pour trouver de l'or. Il fallait maîtriser l'art complexe de dissimuler les fouilles, de cacher tous les signes révélateurs d'activité. Ils ont dû comptabiliser et dissimuler les grandes quantités de carburant diesel, consommer l'élément vital même de leur opération. Et peut-être le plus difficile de tout, ils devaient cacher la vague d'espoir qui montait la dangereuse lueur d'optimisme dans les yeux de son équipage, un espoir qui, s'il était perçu, pourrait instantanément faire échouer tous leurs plans. L'équipe de Kevin s'est transformée en une équipe fantôme se déplaçant avec une efficacité spectrale née de la peur et de l'adrénaline. Leur équipement lourd, des excavatrices pesant plus de 175 000 livres, des mastodontes d'acier et de puissance hydraulique, n'était déplacé que la nuit. Les silencieux personnalisés du mécanicien chevronné véritable coup de génie faisaient des miracles réduisant le rugissement tonitruant des moteurs à un simple grondement gérable, un son facilement confondu avec le bourdonnement lointain des activités légitimes de Tony ou avec les bruits naturels de la nature. Avant les premières lueurs de l'aube, il recouvrait l'ensemble du site d'écran de camouflage massif conçu par des experts, transformant la terre meurtrie en ce qui de loin semblait n'être qu'une autre parcelle intacte d'une nature désolée. Paradoxalement, la dissimulation des machines gargantuesques était la partie la plus facile. Le véritable défi consistait à dissimuler l'élément vital de toute exploitation minière, le carburant diesel. Un camp minier du Klondike dévore du carburant à un rythme étonnant, presque terrifiant, parfois des milliers de litres par jour, et dans l'empire méticuleusement géré de Tony Beats, chaque goutte était comptabilisée, examinée et enregistrée. Tony surveillait les rapports sur le carburant avec l'intensité d'un faucon qui tourne autour de sa proie, chaque entrée étant un indice potentiel. Pour contourner cet obstacle apparemment insurmontable, Kevin a orchestré une brillante et audacieuse supercherie. Il a fait enregistrer ses livraisons secrètes de carburant, des litres et des litres de diesel illicite, dans le cadre de l'opération principale de Tony astucieusement dissimulée parmi les chiffres énormes et écrasants de la flotte officielle. Il s'agissait d'un jeu de passe-passe à grande échelle, d'un tour de passe-passe complexe,
réalisé avec des chiffres sur une feuille de calcul, masquant la création même d'un empire de l'ombre d'un royaume illicite, se développant au nez et à la barbe du roi. On dirait que Rick et Hunter ont eu une nuit mouvementée, même s'il est bon qu'ils aient pu s'en sortir seuls, commente l'un des membres de l'équipage avec désinvolture, une phrase destinée à détourner l'attention, un petit morceau de la toile complexe des mensonges. Alors oui, je pense que c'est une bonne première nuit, et j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il s'agit d'une trahison financière de premier ordre. S'il était pris, les conséquences seraient terribles et absolues. Il ne serait pas seulement renvoyé sommairement de son poste, il serait totalement renié, banni de la famille et dépouillé de son nom et de son héritage, et son avenir au Klondike serait à jamais anéanti. La suspicion de Tony, une mèche qui brûle lentement, grandit de jour en jour. Les chiffres, peu importe comment Kevin essayait de les manipuler, ne s'additionnaient pas tout à fait. Les chuchotements de l'équipage, bien qu'étouffés, devenaient de plus en plus forts, portant des inflexions subtiles d'excitation et de secret que Tony n'arrivait pas à situer, mais dont il se méfiait instinctivement. Et plus alarmant encore, la fameuse intuition de son père, ce sens primitif, presque mystique de l'or et des problèmes, lui criait que quelque chose était profondément, irrévocablement faux. Ce n'est pas pour rien qu'il était le roi du Klondike. Son règne s'est construit sur de tels instincts. Sa réponse, lorsqu'elle est venue, a été rapide, méthodique et d'une efficacité qui fait froid dans le dos. D'abord, les drones. Il a commencé à les lancer à des heures bizarres et imprévisibles, leurs caméras vrombissantes, balayant silencieusement la vaste concession, leurs yeux électroniques, à la recherche de toute activité non autorisée. L'équipe de Kevin avait mis en place un réseau méticuleux de guetteurs qui, au premier bourdonnement d'un drone, éteignait immédiatement toutes les lumières, se figeait sur place et devenait totalement immobile, se transformant en simple statue dans le paysage, désolé, se fondant parfaitement dans les rochers et les arbres environnants. Ensuite, Tony a commencé à faire des inspections à l'improviste, son pick-up apparaissant sur une crête, quand on s'y attendait, le moins un prédateur métallique, se profilant dans l'immensité de la nature. Mais Kevin, qui avait anticipé ce mouvement, avait toujours une longueur d'avance sur le plan stratégique. Il a créé des sites de leurre sophistiqués, des sections de terrain soigneusement préparées, où l'on avait l'impression de tester un nouveau terrain, mais où l'on ne faisait en réalité que déplacer de la terre un élément coûteux, mais absolument nécessaire, de la mise en scène théâtrale. Beaucoup de gens étaient fascinés, voire fous, du niveau de stratégie impliqué, reconnaissant qu'il s'agissait d'une véritable partie d'échecs, où un mauvais mouvement, un moment d'inattention, signifiait inévitablement l'échec et mat. La tension, une couverture palpable et suffocante au-dessus du camp, atteignit son point de rupture lors d'un incident à couper le souffle. Un camion de pierre chargé à bloc gémissant sous le poids de tonnes de terre provenant de la tranchée secrète a failli entrer en collision frontale avec le convoi de Tony dans un virage aveugle caché par la poussière. Le désastre fut évité de justesse d'un cheveu terrifiant. Le conducteur, le visage pâle et tremblant de terreur, réussit miraculeusement à faire croire à un mauvais fonctionnement des freins, un mensonge rapide qui leur fit gagner de précieuses secondes. Tony, malgré sa méfiance inhérente, a gobé l'histoire, mais l'incident a profondément ébranlé Kevin. Il devenait trop audacieux, trop confiant, flirtant dangereusement avec la découverte. Cette même semaine, un tuyau d'eau à haute pression a éclaté dans un sifflement violent, créant une rivière puissante et boueuse dangereusement proche de la route principale. Un signe clair et indéniable d'une exploitation minière clandestine active. L'équipe a travaillé frénétiquement pendant des heures, le corps endolori et le cœur battant, construisant un barrage de fortune et couvrant méticuleusement leurs traces, effaçant chaque indice avant que la lumière impitoyable du matin ne les révèle. Ils opéraient sur le fil du rasoir, chaque instant étant périlleux,
et la peur constante de la découverte commençaient à peser lourdement sur leurs nerfs et à ébranler leur détermination collective. Mais par une nuit sans étoiles, au milieu du grondement assourdissant des écluses et de l'incessant grincement des machines, tout a changé. Au fond de la boîte à vannes, au milieu des tourbillons de boue et de gravier, quelque chose brillait. Ce n'était pas seulement une étincelle, c'était une promesse, un éclair brillant d'une victoire indéniable. Le premier goût du succès, une douceur alléchante mais dangereusement révélatrice. Un fleuve de richesse, le filon révélé. Cela a commencé par une lueur subtile, à peine perceptible dans la lueur sourde des phares qui tranchaient sur l'obscurité omniprésente de la nuit du Yukon. Alors que les écluses s'activaient leur gueule mécanique, dévorant des tonnes de terre brute sous la couverture désespérée de l'obscurité, l'équipe fatiguée mais vigilante l'a enfin vue. Non pas quelques maigres flocons, la récompense typique d'une journée de travail, mais des traînées épaisses lourdes et indéniables d'un jaune brillant et scintillant. Les anciens pièges rocheux, ces formations géologiques oubliées que les vieilles cartes poussiéreuses avaient indiquées avec une confiance tranquille, n'étaient pas seulement réels. Ils étaient spectaculairement riches. Pendant des années, l'entreprise colossale de Tony s'est contentée de gratter la surface, se contentant de l'or facile, des gisements accessibles qui nécessitaient moins de risques et moins de réflexions novatrices. Mais Kevin, poussé par une curiosité plus profonde et un esprit rebelle, avait osé aller plus loin. Il avait placé sa foi, son ambition et son avenir entre les mains de ce que son père avait dédaigneusement qualifié de science de pacotille. Et maintenant cette confiance audacieuse le menait lui et son fidèle équipage directement vers une fortune, un trésor caché qui défiait toutes les idées reçues. Le facteur wow, que beaucoup même les mineurs chevronnés ne parviennent pas toujours à comprendre, est la densité pure et étonnante de l'or. Un seau de 5 gallons apparemment petit, rempli de poussière d'or pur, pèserait étonnamment 400 livres, ce qui témoigne de son incroyable masse. La couleur, l'indication visuelle de la présence d'or qu'ils observaient dans les sluices n'était pas seulement impressionnante, elle était presque incroyable, une preuve vivante et éclatante des richesses qui se trouvaient sous leurs pieds. Lors du premier nettoyage, le poids de l'or brut non raffiné était stupéfiant, presque surréaliste. La balance juge stoïque de leur fortune s'est inclinée à une valeur estimée à près de 2 millions de dollars. Cette seule cargaison représentait plus d'or que ce que certaines des équipes de Tony avaient trouvé en un mois de travail acharné et éreintant. La découverte a provoqué une véritable onde de choc d'excitation exaltante à travers l'équipe secrète, un tremblement palpable de joie et de justification. Mais Kevin, enfin stratège, a immédiatement imposé un code de silence strict et absolu. Il savait avec une certitude glaçante qu'une découverte d'une telle ampleur aussi évidente ne pouvait être cachée longtemps. Une usine de lavage prête à fonctionner. Il est donc normal que nous soyons un peu plus lents à démarrer. Aurait-il pu entendre son père expliquer de manière bourrue à quelqu'un inconscient de la vérité cachée? Tony, dans son arrogance, se vantait souvent. « À ton avis, qui a installé toutes les plantes? À ton avis, qui a installé la plante de Mike? À ton avis, qui a installé la plante de Monica? Ce n'est pas eux, c'est moi. » Ces déclarations autrefois incontestées alimentent désormais la détermination tranquille de Kevin. Toute l'énergie du camp s'est subtilement transformée. Les hommes autrefois accablés par la peur d'être découverts et par la pénibilité de leur travail secret marchaient maintenant avec une nouvelle confiance tranquille, un savoir partagé et secret qui les distinguait les uns des autres, une lueur dans leurs yeux qu'ils étaient les seuls à comprendre. Et Tony, avec ses instincts aigus presque prédateurs, le remarqua. Il ne savait pas précisément ce que c'était, mais il pouvait sentir le changement palpable dans l'atmosphère, un changement subtil mais indéniable dans le paysage émotionnel de son domaine. Ses questions sont devenues plus pointues, empreintes d'une nouvelle méfiance. Sa présence autrefois simplement autoritaire
est devenue encore plus menaçante, un poids oppressant dans l'air. Il fait de nouveau face à Kevin cette fois, avec une fureur brute et difficilement contenue dans ses yeux, accusant son fils de vol pur et simple et de mauvaise gestion. Bien que son cœur batte la chamade, Kevin tient bon répétant calmement son histoire bien rodée de remaniement des vannes. Mais cette fois, le mensonge était plus difficile, presque impossible à avaler. La quantité d'or sans précédent qu'il traitait même en secret laissait une trace indéniable, une signature énergétique que même les fanfaronnades de Tony ne parvenaient pas à masquer entièrement. C'est à l'aube quelques jours plus tard que le vrai jackpot, celui qui fait trembler la terre, a été décroché. Ils avaient trouvé le filon, le genre de découverte légendaire dont les mineurs ne parlaient qu'à voix basse dans leurs rêves les plus fous. Ce n'était pas seulement de la poussière d'or fine et scintillante, c'étaient des bandes d'or solides et brillantes, enfermées dans le quartz immaculé des veines de métal pur, traversant la roche. Des pépites brutes et lourdes, certaines de la taille du poing d'un homme, sortaient littéralement de l'installation de lavage, encombrant les machines de leur richesse écrasante. Les pépites étaient si incroyablement riches qu'elles entravaient le processus même conçu pour les extraire. L'équipage se tient dans un silence stupéfait et révérencieux, le visage illuminé par la lueur éthérée du soleil levant et la luminescence époustouflante, presque spirituelle d'une fortune dont ils n'avaient jamais osé rêver. Ils travaillaient dans un état fébrile, presque en transe, leur corps se mouvant instinctivement, extrayant livre après livre du précieux métal. Lorsque le décompte final est prudemment estimé, le chiffre est si astronomique qu'il semble totalement irréel, un chiffre qui défie la logique et l'expérience, 45 millions de dollars. Plus qu'une simple découverte, il s'agit d'un trésor d'or digne d'un royaume, de quoi bâtir une toute nouvelle dynastie, de quoi réécrire les règles mêmes du Klondike. Ce que beaucoup, même les plus proches de la situation, ont constamment négligé, c'est que Kevin, dans son intelligence stratégique, avait prévu ce résultat précis et capital. Il avait déjà, avec prévoyance et astuce, trouvé un moyen discret et presque invisible de déplacer l'immense quantité d'or hors du site. Il a fait appel à un tiers de confiance, un intermédiaire de l'ombre, mais tout à fait fiable pour transporter et stocker en toute sécurité l'immense fortune, afin d'en assurer la sûreté et le secret. Mais on ne peut tout simplement pas cacher un trou aussi grand dans le sol, une cicatrice sur la terre aussi vaste et profonde. Finalement, inévitablement, Tony l'a trouvé. Mené par sa méfiance toujours brûlante et inextinguible, sa puissante camionnette, faisant voler la poussière dans son sillage, il s'est rendu dans la partie éloignée et longtemps ignorée de la concession, l'endroit même dont il s'était moqué et qu'il avait écarté. Et c'est là que l'on pouvait voir de façon flagrante, sans équivoque, les signes bruts d'une opération minière massive et chirurgicalement précise. La terre était violemment marquée, l'ancienne roche-mère, exposée ouverte sur le ciel impitoyable. Il n'avait même pas besoin de voir l'or qui scintillait au fond. Il pouvait sentir la victoire dans l'air, un parfum doux et enivrant, mais qui n'était pas le sien. Il tomba à genoux, non pas dans une défaite physique, mais dans une rage silencieuse, dévorante et volcanique qui menaçait de le déchirer de l'intérieur. Il avait été surpassé et complètement humilié, non pas par un rival extérieur, mais par sa propre chair et son propre sang, son propre fils. Le roi viking monarque, incontesté du Klondike, avait été battu, détrôné dans sa propre cour. Le rugissement de pure fureur qu'il a finalement poussé, un cri primal de trahison et de fierté blessée, aurait été si terrifiant, si bouleversant, qu'il a fait fuir les oiseaux de leur nid à plus d'1 kilomètre de distance, les dispersant dans le ciel de désolation. L'or était gagné, une magnifique victoire pour Kevin, mais la guerre, la vraie, la brutale guerre entre père et fils ne faisait que commencer. The Fractured Crown, A New Dynasty, donne la couronne fracturée, l'avènement d'une nouvelle dynastie, la nouvelle de l'étonnant triomphe de Kevin. 45 millions de dollars se répandent dans tout le Yukon comme une traînée de poudre incontrôlée, enflammant tous les camps,
toutes les cabanes, tous les bars. Il ne s'agissait pas de simples ragots éphémères et sans substance, mais d'un événement sismique, d'une profonde secousse qui a irrévocablement modifié les fondements mêmes du monde de l'extraction de l'or et en a changé le paysage à jamais. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'un nouveau roi avait été couronné non pas par les voies traditionnelles de l'héritage ou de la force brute, mais par l'audace, la ruse et une foi inébranlable en sa propre vision des choses. Le prince, tranquille, avait renversé le monarque turbulent. Kevin, qui rayonne maintenant d'une autorité et d'une confiance retrouvée, a rassemblé son équipe férocement loyale sur un terrain neutre soigneusement choisi, loin de l'éclat furieux et toxique de la présence de son père. C'est là, sous le ciel vaste et indifférent, qu'il dévoila la fortune monumentale. Il ne s'agit pas seulement d'un amas d'or scintillant d'un témoignage de richesse matérielle, mais d'un symbole puissant et indéniable de leur victoire commune, de leur audace collective et de la confiance inébranlable qu'ils ont les uns envers les autres. Il a déclaré d'une voix pleine de détermination qu'il ne s'agissait pas seulement d'argent, même si son importance était indéniable. Il s'agissait de construire quelque chose d'entièrement nouveau, une opération révolutionnaire, fondée sur les principes fondamentaux du respect mutuel, d'un partenariat authentique et d'une ambition partagée, et non sur le poids oppressant de la peur et d'une autorité absolue et incontestée. Il n'était plus le prince en puissance perpétuellement éclipsé et sous-estimé. Il était une puissance rivale, un nouvel acteur redoutable, une force avec laquelle il fallait compter dans le grand jeu du Klondike. Sa déclaration, accueillie par un tonnerre d'approbation et une loyauté émotionnelle brute de la part des hommes qui avaient tout risqué à ses côtés, a scellé son nouveau statut. Nous allons apporter une nouvelle source d'énergie que, à ma connaissance, personne d'autre au Yukon n'utilise, annonça Kevin, son regard balayant, son équipe triomphante. Tony ne l'utilise pas, Parker ne l'utilise pas, personne ne l'utilise. Je suis donc impatient de voir cela se concrétiser. Ces paroles n'étaient pas seulement de l'ordre de l'innovation. Elles étaient une déclaration d'intention claire, une vision d'un avenir qui lui était propre, libéré de l'ombre de son père. De retour sur la concession de Beats, l'atmosphère était épaisse, presque suffocante, avec un silence toxique et glacial. Tony Beats n'était pas simplement en colère. C'était un homme consumé, complètement dévoré, par une fureur brute gutturale qui transcendait la simple perte financière. L'aiguillon de la trahison infligée par son propre fils était bien plus douloureux que les 45 millions de dollars qu'il avait perdus. On s'était moqué de lui, son instinct légendaire pour l'or, et les gens s'étaient révélés spectaculairement erronés. Son autorité absolue, autrefois incontestée, avait été complètement sapée, exposée comme vulnérable. Les 45 millions de dollars représentaient en effet une somme faramineuse, un coût colossal porté à son empire, mais l'humiliation publique, la perte profonde de la face, n'avait vraiment pas de prix. Une blessure qu'aucune quantité d'or ne pourrait jamais réparer. Il s'est enfermé dans la forteresse de son bureau, mais le silence qui émanait de cette pièce était bien plus terrifiant, plus inquiétant que n'importe laquelle de ses colères habituelles. La dynastie Beats, qui semblait autrefois imprenable, s'était fracturée, peut-être définitivement fendue en son milieu par l'ambition et la trahison. Le père et le fils qui travaillaient autrefois côte à côte, leurs mains souillées par la même terre, étaient désormais des rivaux acharnés et implacables, deux rois destinés à régner sur des royaumes distincts et en guerre, leurs chemins divergeant irrévocablement. Le Klondike tout entier, une vaste étendue gelée de témoins, retenait son souffle collectif, attendant, avec un mélange d'effroi et de fascination morbide, de voir quelle serait la riposte inévitable, et selon tous les témoignages probablement brutale de Tony. Le paysage silencieux et gelé semblait anticiper la tempête à venir. Le fils a déjoué les plans du père, s'est emparé d'une fortune colossale et a tracé sa propre voie. Mais s'agit-il d'une brillante stratégie de respect et d'autodétermination, ou de l'acte ultime et impardonnable d'une trahison familiale? Les lignes se brouillent, les motifs s'entremêlent, et la narration exige un choix.
Appuyez sur le bouton. J'aime si vous faites partie de l'équipe Kevin, si vous croyez au droit de l'individu à tracer sa propre voie, et abonnez-vous pour d'autres histoires épiques d'ambition, de conflits et de poursuites incessantes de l'or dans la nature impitoyable. Faites-nous part de vos commentaires dans la guerre qui s'annonce entre le roi détrôné et le prince audacieux qui l'emportera vraiment le Klondike à temps.